Bon week-end sur TV Vendée, soyez les bienvenus pour votre résumé de l'actualité de cette dernière semaine de juillet. On commence avec la colère de plusieurs agriculteurs. Regardez cette photo, il s'agit de détritus ramassés dans les champs du GAEC, le Petit Ranch. Chaque année, ils collectent l'équivalent d'une dizaine de sacs poubelles. Les gérants sont fatigués de constater la négligence ou le non-respect des passants. Sur place, nous sommes allés à la rencontre d'Eddy Christin, membre du GAEC et propriétaire de la ferme Cœur de Vendée. Tout du long. Ah mais j'ai même un polystyrène, tiens. Encore de nouvelles trouvailles pour cet agriculteur herbretais. Aujourd'hui, des emballages plastiques, de sandwich ou encore de polystyrène, une pollution issue de ce collecteur mal employé. C'est le jean-foutisme des gens, c'est pas très grave. Je balance, bon voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui le font, on en retrouve partout. Au niveau d'exploitation, nous on est passé en bio, on essaye de faire attention à nos pratiques, on essaye de faire attention à ce que la nature soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les promeneurs à côté. Et derrière, on a juste l'impression que tout ça est gâché tous les jours par des négligences humaines plus ou moins graves. Chaque année, son GAEC collecte plusieurs dizaines de sacs de déchets plastiques. Mais outre la négligence, Eddy Christin alerte sur la malveillance de certains. Il y a quelques années, il a même récupéré une télévision qu'il a pu réparer et utiliser pour son usage personnel. On trouve de temps en temps des canapés, des télévisions, on trouve des machines à laver qui sont déposées dans des coins un petit peu reculés, dans des chemins un peu moins accessibles à l'entrée des champs. On se retrouve avec un tas de déchets en fait, qui sont juste à déposer en déchetterie à moins d'un demi-kilomètre, quoi. Ces déchets ne sont pas sans conséquences. Parfois, certains sont broyés par les machines agricoles et se retrouvent dans la nourriture des animaux de ferme. Une canette hachée devient souvent un danger mortel. En 20 ans de métier, Eddy Christin a dû euthanasier une vingtaine de vaches pour des corps étrangers, y compris Béatrice, une vache qu'il affectionnait tout particulièrement. Quand on en perd une, d'abord c'est une perte économique, faut commencer par là. C'est une perte sentimentale parce que je les aime beaucoup. Et c'est aussi le sentiment un petit peu d'injustice. Des accidents qui pourraient être évités avec un peu plus d'attention dans nos champs et devant les collecteurs. Chaque année, selon l'association Gestes Propres, environ 1 million de tonnes de déchets sont abandonnés en France. C'est navrant. Et puis toujours à propos d'agriculture, une étude vient de paraître sur le prix des terrains agricoles. À noter de grandes disparités en Pays de la Loire pour obtenir un hectare de terre nue. En Mayenne, comptez en moyenne plus de 6 000 €. C'est 4 000 € de plus qu'en Vendée. Alexandre Lenaour vous dévoile en détail cette enquête menée par Ferme en Vie, une entreprise chargée de financer et accompagner les porteurs de projets dans le monde agricole. La Vendée sur le podium des départements où les terres agricoles sont les moins chères de France, avec un prix de l'hectare médian de 2 291 €. Seuls la Saône-et-Loire et la Loire-Atlantique font mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau national, une terre nue s'échange en moyenne pour un peu moins de 6 500 € de l'hectare. C'est presque 3 fois plus cher qu'en Vendée. Alors si l'on élargit le spectre à l'échelle régionale, là aussi, les chiffres sont plutôt flatteurs. En Pays de la Loire, en 2022, le prix médian d'un hectare était de 6 473 €. Deuxième région la moins chère de France, seule la Bourgogne-Franche-Comté fait mieux. Quelques disparités sont tout de même à noter entre les départements ligériens. Il est beaucoup plus coûteux, par exemple, d'acheter une terre en Mayenne ou dans la Sarthe, plutôt qu'en Loire-Atlantique. Dernier point à retenir, c'est aussi la forte disparité de prix qui existe entre les régions françaises. Par exemple, comptez au moins 17 000 € pour un hectare de terre agricole avec ou sans bâtiment. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région la plus onéreuse et de loin environ 2,5 fois plus coûteux qu'en Pays de la Loire. Enfin, de ce que l'on peut noter globalement au niveau national, c'est que le prix des terres agricoles est à la hausse, plus 2,6% par rapport à 2021, une tendance que Ferme en Vie à l'origine de ce classement explique notamment par l'arrivée de ceux que l'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire ces personnes qui délaissent de plus en plus les villes pour s'installer à la campagne. En France, environ 30% des personnes éligibles au RSA et aux allocations familiales n'en font pas la demande. Une statistique émise en 2019 par l'Observatoire des non-recours aux droits et services. Face à cette situation, la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie expérimente le projet Territoire Zéro Non-Recours. L'idée inciter les habitants à demander leurs droits.
On a 10 territoires, une dizaine de territoires qui vont commencer dès cette année. La communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie fait partie de la dizaine de territoires qui vont commencer dès 2023. Et on aura au-delà, au total, 39 lauréats qui auront été retenus, à la fois en zone urbaine, en zone rurale. Mais c'est vrai que c'est une des spécificités de la candidature de la communauté de communes ici sur le fait de porter un projet de lutte contre le non-recours en zone rurale. Nous sommes un territoire rural, alors c'est une qualité, mais en même temps cela recouvre des réalités parfois difficiles ou parce que culturellement tout à chacun n'a pas forcément connaissance de ses droits et ne va pas à la recherche forcément de ses droits. Et puis nous avons aussi des réalités sociales, nous avons des réalités de mobilité, des réalités géographiques et démographiques qui font qu'un certain nombre de nos concitoyens n'ont pas forcément connaissance de leurs droits. Et il nous semblait fondamental, essentiel, sur un principe d'égalité des territoires et des populations, de pouvoir y répondre. Tout autre chose à présent. À l'heure où nous parlons, Louise Maraval est à Albi pour tenter de briller sur les championnats de France élite d'athlétisme. Elle est licenciée à l'Entente Sèvres. L'étudiante de 21 ans essaye de décrocher l'or après des championnats européens très réussis. Elle a été médaillée d'or sur le relais 4x400 et d'argent sur le 400 mètres haies. Nous l'avons rencontrée lors d'un entraînement avant la compétition de ce week-end. Alexandre Lenaour. Toujours avec l'impression d'aller du haut vers le bas. Répéter ses gammes, parfaire sa technique, Que ce soit fluide. se plonger dans le dernier entraînement sur piste avant le grand bain ce week-end à Albi. Descends vite. Avec son entraîneur Samuel Ono, Louise Maraval peaufine sa technique et pas de place pour la suffisance à la veille d'un grand rendez-vous. Bon, t'appuies plus, mais ton bassin il est encore derrière. T'es encore là. Le temps des derniers réglages sur le 400 mètres haies, l'épreuve que présentera Louise sur ses championnats de France élite. Hop. Allez. Active au sol. Mais la séance du jour se concentre, elle, sur une distance réduite. On fait beaucoup de séances spécifiques, mais sur des distances plutôt courtes. On va être sur moins de 25 secondes d'effort. Et par contre, les intentions vont être d'être plus rapides. Si d'habitude elle est en 18 secondes au 150, là l'objectif c'est de descendre sous les 18 secondes, aller chercher 17,70, 17,80. L'idée c'est surtout la mettre dans les bonnes dispositions. Je sais que son point fort c'est quand elle est à la bagarre, mais pour être à la bagarre il faut partir dans la course. Et à l'aube de se présenter sur la ligne de départ, l'étudiante en STAPS de 21 ans affiche clairement ses objectifs. Déjà, on va dire l'intention de gagner, je ne veux pas mentir, j'aimerais gagner. Et puis de prendre beaucoup de plaisir parce que moi, c'est vraiment mon maître mot quand je fais des compètes. C'est mes premiers élites sur 400 mètres haies, donc il faut rester humble là-dessus. Et voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre et il y a de la concurrence, ça va être top. On va pouvoir se tirer pour aller chercher des gros chronos, donc vraiment, j'ai très hâte d'y être. Ouais. Je me sens très bien, j'ai fait des bonnes perfs, je me sens bien. Preuve en est, au dernier championnat d'Europe Espoir en Finlande, mi-juillet, l'argent sur le 400 mètres haies avec un record personnel à la clé, avant l'or sur le relais du 4x400, après un dernier relais dantesque. C'est ça que j'ai pris le témoin. L'objectif, c'était de finir le mieux possible, on va dire. À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose dans les jambes, mais c'était vraiment dans la tête et je voulais essayer d'apporter ça à l'équipe. Ça me débloque des choses pour la suite parce que je me dis que tout est possible. Des performances qui confèrent à Louise Maraval un statut de quasi-favorite, elle qui n'est pourtant présente sur le 400 mètres haies que depuis un peu plus d'un an. Oui, j'arrive la première sur le papier, après vraiment c'est un championnat. Je pense que moi l'important ça va être de partir vite pour se lancer, pour rester au contact. Et après je sais que ma force c'est de finir fort, le schéma de course dans lequel je suis à l'aise pour pouvoir bien finir aussi. Focus à 100% sur Albi avant de peut-être se projeter sur les prochains championnats du monde senior à Budapest en août, avec possiblement à la clé une sélection avec l'équipe de France. Ce dimanche, une cinquantaine de confréries se réunit à Mareuil-sur-les-Dissay. La réunion est organisée par la confrérie des fiefs vendéens entre amoureux du terroir. Cette année, un défilé en tenue d'appareil prévu avec plus d'une centaine de personnes. On est l'anti-malbouffe. C'est-à-dire qu'on se bat aujourd'hui pour les producteurs, avec du savoir-faire, qui est l'avenir. Et il faut les défendre. Et vous avez toutes sortes de confréries. Vous avez des confréries de ce qu'on appelle les tripaffages, sont aussi des tripes. Vous avez la tête de veau, la fraise de Pessac. Vous avez les nougats de Tours. Chaque grand mets ou chaque grand vin peut être représenté.
Et rendez-vous donc ce dimanche à 10h. Petit détour par Petosse à présent. Cet été, de nouvelles visites sont organisées dans le célèbre souterrain de la ville. Un événement rare dont il faut profiter puisque le lieu étriqué ne permet pas à beaucoup de personnes de venir le découvrir. Créé au XIe siècle, le site a servi de refuge pendant les conflits de la période médiévale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Découverte signée Cyril Guillet. Il faut s'imaginer qu'on était dans un cimetière ici. Donc le cimetière à côté de l'église. Et ici, c'était une tombe factice. Une tombe factice qui abritait une des 2 entrées du souterrain de Petosse. Aujourd'hui, elle a totalement disparu et on y accède par cet escalier situé le long de l'église. À qui ? Redécouverte dans les années 70 par Paul Coué, un habitant de la commune, ce souterrain a depuis retenu l'attention de nombreux spécialistes. Les frères Triolet qui sont venus ici, c'est des experts qui ont visité le souterrain de Petosse et qui l'ont classé parmi les 10 plus beaux souterrains de France. Et ils ont eu du mal à reconstituer les différentes étapes de creusement parce que c'est des salles qui ont été remaniées à différents moments. C'est au XIe siècle que la première partie de ce souterrain a été creusée. Situé en dessous de l'église, il est à l'origine de cet édifice. La première partie, qui est plus ancienne, elle a servi notamment à la construction de l'élévation de l'église. C'était réellement une carrière de pierre à l'origine. Et ensuite, on a pensé la deuxième partie pour réellement servir de refuge et accueillir les habitants dans le contexte des guerres et dans aussi le souvenir des pillages qu'il y a pu avoir au XIe siècle. Cette carrière cruciforme de 400 mètres carrés fut donc transformée au XVe siècle en un souterrain refuge où de nombreux éléments défensifs restent encore visibles. Et donc ici, il y a un trou de visée, ce qu'on appelle un trou de visée, et les gardes attendaient avec une pique ici, ils passaient la pique, et dès qu'ils voyaient qu'il y avait des ennemis, hop, ils embrochaient les assaillants. Et si jamais ils résistaient à ça, eh bien il y avait le puits piège de 2 mètres de profondeur. Ici, la découverte se mérite, car d'autres éléments défensifs comme les chatières sont toujours présentes. Un peu d'exercice qui rajoute du piment à la visite. C'est un lieu avec énormément d'enchantement. Et puis, il faut être un petit peu agile quand même, parce qu'on rentre dans des petits trous que c'est pas très évident. Mais on a réussi à la faire, on a 60 ans, donc il n'y a aucun problème. Tout le monde peut le faire. Ça vaut vraiment le coup. C'est comme nous a dit notre guide, un petit morceau de Petosse dans la grande histoire de France. Traditionnellement, la visite se termine au sommet de l'église Saint-Julien de Petosse, avec la découverte de sa cloche datée de 1779. Et pour finir, direction Essart-en-Bocage, vous pourrez y retrouver une exposition autour des œuvres de Jacques Savary. Il s'agit d'un plasticien et coloriste vendéen disparu dans les années 1980. Pendant 30 ans, ses travaux étaient restés dans l'oubli. Jusqu'au 17 septembre, cette exposition met donc en lumière quelques-unes des 700 œuvres créées et laissées par l'artiste Grégoire de Châtillon. Des couleurs vives avec des traits noirs, des créations sur tout support avec des draps, des vêtements, des serpillères et même des galets. L'univers de Jacques Savary comme une inspiration de l'œuvre d'un certain Gaston Chessac. Cela tombe bien, Savary est exposé en ce moment dans son espace des Essarts-en-Bocage, une exposition d'un artiste coloriste, inventif de La Roche-sur-Yon, disparu accidentellement en 1987 à l'âge de 34 ans. Cette grande œuvre est mon œuvre coup de cœur puisqu'elle représente Jacques Savary de toutes ses manières. Il l'a créée à la fin de sa vie. Donc ici on voit ce grand personnage qui peut être d'inspiration urbaine aussi, voire en rapport avec les graffeurs comme des grands artistes aussi américains. Et ici ce drôle d'animal qui peut faire penser à un petit dinosaure, vous ne trouvez pas ? Eh bien c'est aussi une chaussette. Une chaussette dinosaure dessinée ici sur un vêtement, mais ce sont peut-être les serpillères que Jacques Savary affectionnait le plus. On voit l'esprit créatif de Savary ici, puisqu'il a récupéré des serpillères pour créer dessus, s'en servir comme d'un support. Il a d'abord utilisé des serpillères une à une pour peindre dessus en suivant le tissu du quadrillage représenté par la serpillière même. Donc ça nous donne à voir des motifs géométriques. Alors on a la chemise, mais ici à droite... Considéré par certains comme l'un des pionniers du mouvement de la figuration libre, les œuvres de Jacques Savary sont à découvrir à l'espace Gaston Chessac dans la commune des Essarts-en-Bocage jusqu'au 17 septembre prochain.
Et c'est sur cette exposition que nous nous quittons. Merci d'avoir suivi cet hebdo. L'information revient bien sûr dès ce lundi. Rendez-vous à 12h30 pour le prochain point en direct sur l'actualité en Vendée. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end en Vendée et sur notre chaîne sur TV Vendée bien sûr. Bonne journée et à bientôt.